Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale à l'heure du bilan du grand débat dans les territoires. Nous serons évidemment en duplex et en direct avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale et des télévisions locales de France via ATV Martinique au Lamentin, donc en Martinique avec Sabrina Doré. Bonjour Sabrina. Via Mirabel à Metz, dans l'Est avec Anne-Sophie Pierson. Bonjour Anne-Sophie. TV 78 dans les Yvelines, un nouveau venu avec Wilfried Ritchie à Guyancourt. Enfin, via Occitanie, Olivier Roiran est à Montpellier, mais il nous parlera également de ce qui se passe à Toulouse et à Perpignan. Merci d'être avec nous en duplex et en direct. On vous retrouve tout à l'heure. C'est François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, qui sera notre invité tout à l'heure pour tirer les enseignements de cette grande consultation et également de la pollution maritime au large de La Rochelle, qui risque d'arriver au large de La Rochelle. On en parlera dans un instant. C'est le naufrage du Grand America. Voilà, c'est une nappe d'hydrocarbures. Voilà. Dans un instant, on rejoindra également Hubert Coudurier qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Hubert, vous êtes le directeur de l'information du Télégramme et président de TBO et de TB Sud, les chaînes TNT de Bretagne. Vous serez mon invité fil rouge tout au long de cette émission. Bonjour Cyril. Ensuite, on commence notre tour de France des grands débats par les Antilles, direction le Lamentin en Martinique. Nous attend Sabrina Doré, on vient de vous voir sur l'écran de la chaîne ATV Martinique du réseau VIA. Sabrina, bonjour. C'est la fin des grands débats dans leur première version, l'occasion de faire le point avec vous. Quel bilan pouvez-vous en tirer pour la Martinique ? Alors, le grand débat national a suscité un intérêt très moyen en Martinique. 18 réunions déclarées en préfecture et à chaque fois environ une vingtaine de participants. Plusieurs interprétations sont possibles. La plus évidente serait le fait que nous fêtons cette année les 10 ans de la mobilisation de février 2009. Pour rappel, il s'agit d'une mobilisation qui avait duré 40 jours de paralysie de l'île. À titre de comparaison, c'est un peu la mobilisation des Gilets jaunes sans le souffle d'air qu'il y avait pendant la semaine. Alors, pour rappel, des réunions ont été organisées chaque jour à la préfecture. Les revendications portaient sur la vie chère, l'emploi et une meilleure harmonisation avec les conditions de vie dans l'Hexagone. Et puis, aujourd'hui, le sentiment général est que toute cette mobilisation n'a pas vraiment été suivie d'effet. Ajoutez à cela les assises de l'outre-mer en 2017 qui ont débouché sur un livre bleu paru l'année dernière, 300 propositions formalisées par la Martinique qui n'ont pas encore été suivies d'effet. Alors tout cela pour dire que en Martinique on est déjà un peu habitué avec ces débats nationaux et nous n'avons pas encore eu les retours. Les sujets qui sont revenus le plus souvent sur les cahiers de doléances, puisqu'on a quand même pris le temps de faire le tour, c'est comme en 2009, la vie chère, l'emploi, la reconnaissance de l'empoisonnement au chlordécone et puis cette année une demande de la prise en charge du gouvernement des frais liés aux invasions successives des sargasses pour les communes côtières. Alors certaines communes ont déjà remis le cahier de doléances au service de préfecture, d'autres attendent le 15. Le nombre de propositions est plutôt faible, je vous l'ai dit, et pour l'heure les choses ne sont pas encore claires dans les différentes mairies pour savoir qui aura la charge de numériser ces différentes propositions ou de les mettre sur papier pour ensuite les remettre à la préfecture. Merci Sabrina Doré. On vous retrouve tout à l'heure en direct et en duplex de la Martinique, du Lamentin. Vous co-interviewerez avec nous François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, notamment à propos du problème que vous avez là-bas, les sargasses. Merci, à tout à l'heure. Hubert Coudurier, bilan de ce grand débat, ces thématiques qui remontent. Que va en faire Emmanuel Macron ? Juste un mot, je voudrais rebondir sur l'intervention de Sabrina, très intéressante, parce que finalement on s'aperçoit que ce débat
il a très peu impacté non seulement les Antilles, les dom-toms, mais aussi les banlieues. Pourquoi? Alors, il y a des élus qui disent là-bas, c'est gilets jaunes tous les jours. Mais aussi le fait que, et elle le raconte très bien, depuis une dizaine d'années, beaucoup de mesures ont été prises. Et c'est la critique, si vous voulez, que les banlieues, les dom-toms ont été largement privilégiés par la manne publique au détriment de cette France périphérique que décrit Éric Gully. Les jeunes ont été absents aussi de ce grand débat. Oui, mais enfin, vous voyez qu'ils sont plus intéressés par l'invasion des sargasses que par des mesures qu'ils auraient mis sur la table. Le bilan de ce grand débat global aujourd'hui. Bilan de ce grand débat, une belle opération de communication pour le président de la République qui s'est remis en selle, qui a compris le besoin d'expression des Français. Comme disait Andy Warhol, tout le monde a le droit à un quart d'heure de notoriété dans sa vie. Là, ce quart d'heure dure. Nous allons nous rendre maintenant dans la région Grand Est, qui va organiser elle aussi un grand débat régional dans les prochains jours. Là aussi, c'est l'heure d'un premier bilan. On va regarder le reportage de Via Mirabel et ensuite on retrouve notre correspondante sur place, Anne-Sophie Pierson, en direct de Metz. A tout de suite. 8 heures de débat et des centaines de propositions formulées par les Marliens depuis la mi-janvier. Hier soir, le grand débat national s'est terminé à Marly. Lors d'une réunion de clôture, la synthèse a été remise en main propre au sous-préfet de Moselle. L'idée, c'était vraiment de le faire sérieusement, que ça ne tourne pas au café du commerce, que ça soit vraiment quelque chose d'important et que la parole citoyenne soit crédible et puisse être donnée au gouvernement. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, la grande interrogation, c'est la traduction politique. Et justement, certains doutent encore d'être entendus. Dans la salle, une centaine de personnes, la plupart des habitués, qui ont déjà assisté au précédent débat. Est-ce que ça va remonter, ça? Je me pose la question. Parmi les propositions émises, moins d'impôts, plus de transparence sur la fiscalité, davantage de pouvoir d'achat et de démocratie participative. Difficile de satisfaire tout le monde. J'ai quand même le sentiment qu'en ce qui me concerne, on n'a pas assez traité le problème des retraités. Il ne faut pas oublier qu'au départ, ce problème a démarré avec les gilets jaunes à cause de la taxe supplémentaire sur le gasoil et deuxièmement à cause de la CSG pour les retraités. Si vous voulez que les gens ils arrivent à payer sans avoir le sentiment de survivre, il faut augmenter les salaires en conséquence. Mais pour tout le monde, pas que les SMIC. En Moselle, 126 débats publics ont déjà été organisés, les 2/3 à l'initiative des maires. Voilà, on continue ce multiplex. Bonjour Anne-Sophie Pierson, journaliste pour Via Mirabel à Metz. Vous avez suivi les grands débats dans votre région. Les synthèses de ces grands débats ont eu lieu. Qu'est-ce qu'il en ressort dans le Grand Est ? Alors tout d'abord, on peut dire que dans le Grand Est, cette région fait figure ni de bonnes ni de mauvaises élèves dans ce grand débat national, puisqu'avec 733 réunions publiques organisées, eh bien, le Grand Est se situe dans la moyenne nationale. C'est la 6e région à avoir organisé le plus de débats. Dans le Grand Est, ce sont également les maires qui ont porté ce grand débat national, puisqu'ils sont à l'initiative de 2/3 des réunions publiques qui ont été organisées dans la région, et cela quel que soit leur bord politique. Des réunions publiques où les seniors, les retraités étaient surreprésentés. On peut dire que les jeunes étaient les grands absents de ces débats. À titre d'exemple, une commune de la Moselle avait fait le choix d'organiser 3 débats à destination de 3 publics différents, les actifs, les jeunes et les retraités. Et les jeunes sont très peu nombreux à avoir répondu présent. Alors vous avez pu le voir dans cette synthèse, il y a 2 principales revendications qui remontent aujourd'hui. La première concerne la fiscalité, avec des participants qui réclament, on va dire, une meilleure transparence, davantage de transparence sur l'usage qui est fait de leurs impôts. Ils sont également tous unanimes sur un point, ils ne veulent pas de nouvel impôt, et ce, quel que soit l'usage auquel puisse être destiné ce nouvel impôt. C'est peut-être d'ailleurs le seul point sur lequel tous sont unanimes dans ce grand débat national. Autre revendication qui a été exprimée dans ce grand débat national, eh bien, c'est la démocratie, avec des citoyens qui exigent davantage de contrôle sur leurs élus et sur
leurs actions. Ils réclament également davantage de démocratie participative. Certains nous confiaient que c'était une bonne idée d'avoir pu s'exprimer, d'avoir pu échanger et d'avoir pu faire des propositions sur l'avenir du pays. Enfin, on peut dire que beaucoup restent quand même sceptiques et dubitatifs sur l'utilité et surtout sur l'issue de ce grand débat. Beaucoup pensent que le gouvernement essaie de gagner du temps et ils disent que c'est un moment aujourd'hui de calme un petit peu avant la tempête. Et on a pu voir dans cette synthèse que finalement, ça allait être très compliqué car on a beaucoup de propositions contradictoires. Rien que dans la réunion publique que vous avez pu voir, il y avait plus d'une centaine de propositions qui ont été faites, ce qui va rendre le travail de synthèse très compliqué sans provoquer beaucoup de frustration. Anne-Sophie Pierson de Via Mirabel à Metz. On vous retrouve évidemment tout à l'heure en duplex et en direct avec nous pour co-interviewer François de Rugy, le ministre de la Transition écologique qui est avec nous, qui sera avec nous sur ce plateau tout à l'heure. Merci Anne-Sophie, à tout à l'heure. Hubert Coudurier, votre région, la Bretagne, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, comme toutes les régions de métropole, par opposition au DOM-TOM, elle a participé largement. Les revendications sont quand même globalement les mêmes, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la démocratie représentative. Donc Emmanuel Macron a réussi son coup là-bas. Emmanuel Macron a réussi à opposer la pondération des maires à la violence et à la radicalisation du mouvement des Gilets jaunes. C'est une séquence de plusieurs mois qui nous a fait aimer la démocratie représentative. Macron a montré son énergie, sa capacité à mouiller la chemise. On a l'impression qu'il est reparti en campagne électorale. Et les Gilets jaunes n'ont pas su, qui d'ailleurs n'ont pas participé à ces débats, n'ont pas su structurer leur mouvement et désigner entre eux des interlocuteurs crédibles et surtout hiérarchiser leurs priorités. On est loin des bonnets rouges. Les bonnets rouges, ça a duré longtemps et ils sont arrivés à leur objectif qui était la suppression de l'écotaxe. Hubert Coudurier, fil rouge, invité, directeur de l'information du Télégramme, avec nous ce matin dans ce multiplex, au plus près des Français qui étaient dans les territoires et qui participaient à ce grand débat national. On va accueillir à présent un nouveau partenaire dans cette émission. C'est TV78, c'est la télé des Yvelines en région parisienne. Bonjour Wilfried Ritchie, vous allez nous dire quel bilan vous faites, vous, de ce grand débat et comment votre télévision TV78 dans les Yvelines a couvert cet événement. Bonjour Wilfried. Alors Wilfried, on va écouter tout de suite le sous-préfet des Yvelines, puis on reviendra avec vous après, dès que le problème de son sera réglé. Quelle leçon a-t-il tiré de ce bilan du grand débat? On va l'écouter, puis on vous retrouve juste après. À tout de suite. On a beaucoup de réunions par rapport à d'autres départements. Au niveau national, c'est le quatrième département en nombre de réunions. Donc ça montre un vrai engouement et un vrai intérêt. Et dans les réunions, les gens sont présents. Les salles sont plutôt bondées avec des réunions qui durent plusieurs heures. Donc ça fonctionne, les gens s'expriment dans le calme, sereinement. Voilà, Wilfried Ritchie, bonjour, on vous entend maintenant. Vous êtes donc en direct de Guyancourt, dans les Yvelines, pour cette fin de grand débat. Vous faites aussi une synthèse. Quelles préoccupations prédominent dans cette synthèse ? Bonjour Cyril, effectivement on vient d'entendre le référent de la préfecture qui lui se satisfait du bilan. On peut peut-être élargir un petit peu plus et puis peut-être revenir un peu sur ces différents propos. Un chiffre pour débuter, donc ce bilan du grand débat dans les Yvelines, 200 c'est le nombre de réunions d'initiatives locales qui ont été organisées. Selon la préfecture, ce sont en majorité des élus qui s'en sont chargés, des maires, des députés. On va rappeler tout de même que 11 des 12 députés des Yvelines ont l'étiquette République en marche ou Modem. Et puis il y a aussi des associations tout de même. Des collectifs citoyens qui ont animé ces rendez-vous. Un groupe de Gilets jaunes a réuni par exemple quelques 400 personnes sur la commune d'Elancourt en faisant intervenir Gérard Filoche, ancien socialiste, et aussi Priscilla Ludowski, figure historique du mouvement, auteur de la pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe. 200 réunions donc, avec une participation finalement moyenne. Si on compare au reste de l'Île-de-France, ce serait plutôt en ligne sur Internet que les Yvelinois se seraient exprimés. Alors là aussi, chez nous dans les Yvelines, les moins de 30 ans sont les grands absents de ce grand débat. On notera que pour intéresser les jeunes à ce grand débat, il a même fallu aller à leur rencontre. Dans notre département, un stand de proximité itinérant animé par des étudiants a été proposé. Et puis il y a eu plus spécifiquement des débats organisés. Alors attention, comme à Poissy, avec le déplacement du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ou encore dans un amphithéâtre de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Là, parmi les thèmes abordés, ce qui ressortait le plus
plus parmi les jeunes, c'est la transition écologique, la mise en place de quotas énergétiques individuels annuels ou encore la promotion de transport 2.0. Plus largement, lors du grand débat dans les Yvelines, on retiendra aussi la mise en avant de la question fiscale. On a souvent entendu s'exprimer une demande de réforme des impôts. Reste que les propositions étaient parfois contradictoires entre taxes sur le premier euro gagné ou exonération pour le plus grand nombre. Il faut savoir qu'ici, pour notre rédaction, à travers notre journal et nos émissions, une dizaine de journalistes de la rédaction ont couvert des réunions sur des lieux assez différents. Le département des Yvelines est très hétérogène, entre campagne et agglomération très urbanisée, préoccupations variées. Exemple, dans le sud des Yvelines, beaucoup plus d'interrogations sur les transports. Nous avons aussi fait des plateaux, des points réguliers avec un débat organisé avec participation de députés, de maires, de gilets jaunes. Mais quel que soit l'interlocuteur, et là aussi c'est une constance au niveau national, la conclusion a toujours été la même. Quid de l'après-débat, quid des réponses qui vont être apportées. Une fois de plus, avec des propositions aussi contradictoires, il y aura forcément des déçus. Voilà, Wilfried Richy, TV 78, nouveau partenaire pour notre émission. Dans les Yvelines, vous étiez à Guyancourt. On vous retrouve également tout à l'heure pour co-interviewer François de Rugy avec nous. Merci Wilfried, à tout de suite. Hubert Coudurier, on a vu Jean-Michel Blanquer sur les images de TV 78 dans les Yvelines, notre partenaire. Est-ce que les membres du gouvernement ont joué le jeu? Est-ce qu'ils ont mouillé leur chemise? Oui, ils ont joué le jeu, souvent sous l'ombrelle d'Emmanuel Macron, qui ne leur laissait pas beaucoup la parole, mais enfin bon. On les a vus en animateur de débat souvent. Oui, enfin celui qui a été le plus présent, c'est Le Cornu. Sébastien Le Cornu. En Monsieur Loyal. Mais d'une manière générale, ils se sont effectivement activés avec, je dirais, des talents divers. Mais si vous voulez, ce qui ressort, c'est la transparence sur l'usage de nos impôts. C'est la raison pour laquelle ce matin, Monsieur Roux de Bézieux, le président du MEDEF, dans nos colonnes, demande une baisse radicale des impôts qui serait financée par une réduction des dépenses publiques. Mais enfin, le terme fait peur, puisque le paradoxe, c'est que les gens veulent des services publics plus développés. Donc, il insiste sur la nécessité d'augmenter le temps de travail dans les services publics, de la même manière, au même niveau que dans le privé. Et puis, effectivement, il y a ce problème de la réforme des retraites qui reste toujours pendant, avec l'inquiétude quand même maintenant de l'opposition de dire, mais dans le fond, on a l'impression qu'Emmanuel Macron veut enjamber les européennes, et comme l'a dit M. Majoubi sur votre antenne en début de semaine, le secrétaire d'État au numérique, c'est le grand débat permanent. C'est-à-dire, en clair, est-ce que ce gouvernement est capable encore de décider, d'avoir un cap, d'avoir une vision, de prendre des décisions, ou est-ce qu'on est entré dans l'ère de la parlotte permanente ? Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Vous restez avec moi. On va partir maintenant en Occitanie. On continue notre multiplex en direct des régions de France. C'est Olivier Roiran qui est à Perpignan, lui. Vous allez nous faire le bilan pour toute l'Occitanie, Olivier, avec le grand débat. Certains en profitent pour faire campagne avant l'heure. C'est le cas à Toulouse, par exemple. Le maire a annoncé certaines mesures, avec en toile de fond, évidemment, les municipales. On regarde le reportage de Julie Darlingue et on se retrouve juste après pour votre commentaire là-dessus. Le grand débat national s'achève cette semaine et le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a pris sa plume afin de coucher sur le papier ses idées. Et les Républicains préconisent de rendre le vote obligatoire et de comptabiliser le vote blanc. Autre idée, sanctionner les élus lorsqu'ils font preuve d'absentéisme dans les assemblées. Enfin, le maire de la Ville Rose, à 1 an des municipales, surfe aussi sur des idées vertes. Dans tout projet d'équipement public, on doit consacrer 1% du coût du projet à mettre en valeur la culture, l'art. Mon idée, c'est de dire que dans tout projet, on doit avoir un certain pourcentage, donc 1%, consacré au développement durable. Et lorsque l'on construira un équipement, eh bien, obligatoirement, une partie du budget devra rendre cet équipement durable. Olivier Roiran, en Occitanie, c'est déjà l'heure de la campagne électorale. Pour les municipales, c'est ça ?
C'est un peu ça, une contribution, vous l'avez vu dans les derniers jours de la première phase du grand débat national pour Jean-Luc Moudenc, des propositions qui semblent effectivement lancer la campagne municipale du maire sortant de la capitale régionale d'Occitanie, Toulouse, un peu plus d'1 an avant ces élections. On en oublierait presque que dans 2 mois et demi, il y a un autre scrutin européen qui ne passionne ni les foules, ni certains élus locaux. Donc, en tout cas, des propositions sur le vote. Vous l'avez entendu, Jean-Luc Moudenc, il veut le rendre obligatoire, comptabiliser le vote blanc. Et puis, il y a les idées vertes du maire de la Ville Rose, un vrai programme, effectivement, pour ces municipales de 2020. Bref, du grand débat, vous l'avez dit, au programme électoral, il y a visiblement qu'un petit pas qu'il fallait franchir et qui a été franchi il y a quelques jours, c'était lundi. Signalons tout de même que Toulouse va être concernée les 22 et 23 mars prochains par la phase 2 du grand débat national. Des conférences qui se tiendront sous forme d'ateliers thématiques avec des citoyens tirés au sort. Mais pour l'heure, on n'en sait pas beaucoup plus sur l'organisation de ces rendez-vous. C'est pourtant théoriquement dans 8 jours. Votre région, j'allais dire, est multiforme. Il y a Toulouse, il y a Montpellier. On sait aussi un peu le débat qu'il y a entre ces 2 villes. Il y a Perpignan où vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut dire, allez, très très vite, spécificité pour chaque ville, chaque ville importante de cette région, l'Occitanie. Très vite. Le grand débat national a été vécu effectivement différemment. Alors dans les grandes villes, on l'avait suivi, nous ici sur Via Occitanie, on l'avait même rediffusé en direct. C'était le grand débat à Montpellier, le 30 janvier. Et puis il y a eu des débats aussi dans la Ville Rose à Toulouse. C'est 2 capitales, vous le dites, qui se disputent un peu le titre de capitale régionale. Il n'y en a qu'une, c'est Toulouse. Et puis il y a une vision du grand débat de façon un peu différente. Ici à Perpignan, dans la ville, il y a eu très peu de débats tout de même, à l'échelle d'une ville quand même de 120 000 habitants. En revanche, dans les villages ici des Pyrénées-Orientales, beaucoup de débats dans les petites communes. Donc une vision de ce grand débat national vraiment très disparate dans une région qui, je le rappelle, est plus grande que l'Irlande. Olivier Roiran à Perpignan, merci. À tout à l'heure. Hubert Coudurier, est-ce qu'Emmanuel Macron a une vision? Est-ce qu'au fond, il sait lui-même où il va, Oui. Alors c'est la grande question, parce que ce qui accrédite un peu l'idée qu'on est dans un pilotage à vue, c'est d'abord le fait qu'il ait annoncé qu'il y aurait des décisions qui s'étaleraient jusqu'à l'été. Il va y avoir, après la fin du grand débat, vendredi, des conférences citoyennes. Le Premier ministre doit intervenir à l'Assemblée. Le Président doit lui-même intervenir une première fois à la mi-avril. Mais finalement, la droite, comme l'a fait Laurent Wauquiez dans le Figaro et Guillaume Pelletier chez Nous Demain, veut le débusquer. D'abord parce que c'est elle qui l'a fait remonter. C'est-à-dire que c'est la loi et l'ordre, c'est cette volonté de mettre fin à la chienlit qui a permis au président de reprendre quelques points dans les sondages. Et ensuite, il y a des grands sujets de politique industrielle, on l'a vu avec l'affaire KLM, avec l'affaire Gaude, etc. Il y a un problème d'endettement qui atteint aujourd'hui ses limites, il y a un déficit important du commerce extérieur qui est récurrent. Bref, la France doit se réformer et ne pas rester l'homme malade de l'Europe. Sinon, à force de donner des leçons, comme le fait Emmanuel Macron dans sa tribune européenne, elle n'est plus audible. Et vous avez vu la réponse extrêmement forte de la présidente de la CDU qui a succédé à Angela Merkel, disant non à la mutualisation des dettes et en gros à toutes les propositions françaises. Donc il faut une vision, mais le chef de l'État a dit que de toute façon cette vision, il faudrait attendre l'été peut-être pour l'avoir. Et tout ça nourrit des inquiétudes sur sa capacité à prendre de vraies décisions après avoir auguré son quinquennat comme un réformateur libéral. Est-ce qu'on va entrer dans un socialisme ramollo? C'est la vraie question. Est-ce que vous connaissez la théorie du basket, le ballon de basket, vous savez, qui monte très haut et qui descend très bas? On a vu qu'il y avait des très bons sondages, au fond, pour Emmanuel Macron. Disons qu'il a retrouvé son étiage. Oui, son étiage, rapidement en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'il peut redescendre aussi vite? Théorie du basket. C'est difficile à dire, mais récemment, des discussions avec certains sondeurs nous faisaient penser qu'il ne fallait pas non plus que le gouvernement se réjouisse trop vite. Il a repris son souffle. Il est certain qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'une belle énergie, mais tout ça reste encore fragile. Le mouvement a perdu une partie de la faveur des Français à cause des violences, mais il n'est pas complètement éteint. Et aujourd'hui, il va falloir tout de même que ce quinquennat
quinquennat trouve un second souffle, et c'est ce qu'on attend de la part du chef de l'État, c'est cette autorité, cette verticalité qu'il prônait au début de son quinquennat, qui va devoir retrouver sa place, à moins qu'on soit passé d'une démocratie verticale à une démocratie maintenant totalement horizontale, où tout le monde dit tout et n'importe quoi. Voilà, il reste une minute, Hubert Coudurier, avant que nous accueillions notre rendez-vous politique, notre invité politique ce matin, qui est le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Vous êtes breton, vous êtes directeur de l'information du Télégramme. Évidemment, vous êtes concerné par ce naufrage du Grand America, ce navire de commerce italien qui a coulé au large des côtes françaises, au large du Finistère, avec 45 conteneurs qui contiennent des matières dangereuses. Vous êtes inquiet pour la Bretagne. Vous avez des informations en provenance de votre journal ce matin ou pas ? Apparemment, pour l'instant, la marée noire semble se diriger plutôt vers les Charentes-Maritimes, vers la façade atlantique. C'est difficile d'évaluer ça d'ici. On va poser la question au ministre. Aujourd'hui, certains, pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, on avait dit au début, les grandes victimes, ça va être l'Europe, mais aussi l'écologie. Vous avez vu que le ministre François de Rugy a été sèchement rejeté sur cette proposition de faire revenir la taxe carbone. On dit même qu'il a un peu de vague à l'âme aujourd'hui. Ce genre de catastrophe montre la nécessité réaffirmée de sanctions. Et vous avez raison, dans ce grand débat, les questions écologiques montent. C'est une de celles qui montent le plus ces derniers jours, avec plus 5 points. C'est le sondage ELAB. On va poser évidemment toutes ces questions concernant à la fois cette pollution, ce qu'il faut faire maintenant, aussi après, avec le ministre de la Transition écologique solidaire, qui est François de Rugy, et qui est sur ce plateau dans quelques minutes, juste après la météo des territoires. Elsa Pont, on va tout de suite d'abord regarder ensemble la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. A tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans un instant, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, sera notre invité sur ce plateau. Évidemment, beaucoup de questions à lui poser, notamment savoir s'il a des informations récentes sur ce naufrage du Grand America au large du Finistère, vous le savez, avec cette menace de pollution. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe dans le reste du monde. Il faut que vous reteniez un certain nombre de choses qu'il s'y passe, notamment, évidemment, en Angleterre avec le Brexit et Theresa May avec ce vote au Parlement britannique. On part en Angleterre et puis on se retrouve après. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Les pour à droite, 321. Les contre à gauche, 278. Donc, les pour l'emportent. Les pour l'emportent. Une nouvelle séance de vote longue et chaotique, représentative du casse-tête auquel doit faire face le Parlement britannique. Après avoir dit non mardi à l'accord de Theresa May, les députés refusent ce mercredi une sortie sans accord. Un texte qui n'a pas de caractère contraignant, mais qui accentue la pression sur Theresa May. Cet attroupement, ce sont des parents inquiets à l'extérieur d'une école où vient de se dérouler une fusillade. Nous sommes à Suzano, une localité proche de la métropole, Sao Paulo. C'est à bord de cette voiture blanche au premier plan que sont arrivés les deux assaillants. Ils en sont sortis masqués et armés. Ils sont rentrés dans l'école vers 9h30 du matin, heure locale, lors de la récréation.
Ils sont juste arrivés en tirant, ils ne regardaient personne en particulier, ils tiraient sur ceux qu'ils voyaient en premier. Au Brésil, alors que le pays est l'un des plus violents du monde, ce type d'attaque dans une école est plutôt rare. L'accès aux armes à feu, lui, est plus facile depuis 2 mois, suite à un décret signé en janvier par le nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Des scènes d'une extrême confusion. Face à la foule de badauds, un bulldozer tente de frayer un chemin aux secouristes de la Croix-Rouge et de l'Agence nationale de secours. Ces hommes sont parvenus à extraire un enfant vivant des décombres, mais il faut se hâter. D'autres auront peut-être moins de chance. Il y en a encore à l'intérieur que nous essayons de secourir actuellement. C'est tout ce que je peux dire là. C'est dans la matinée que ce bâtiment de 4 étages s'est effondré à Lagos Island, un quartier populaire de la capitale économique nigériane. Avec pourtant peu de moyens, les secours font tout leur possible. La kora, c'est vraiment un instrument qui est transmis de génération en génération. Et donc, en gros, c'est les hommes qui donnent la kora à leur enfant, à leur fils, quand il est petit. Et ils travaillent vraiment une technique qui n'a pas de partition, qui est vraiment une technique à l'oreille, avec des morceaux traditionnels.